Bonjour à tous, je suis le docteur Cutarella, Christophe, je suis psychiatre addictologue et je suis aussi tabacologue, ce qui fait que pour pouvoir parler largement du tabac aujourd'hui lors de ce Facebook Live. Je travaille à la clinique Saint-Barnabé à Marseille, qui fait partie du groupe Ramsay GDS, et je suis aussi membre de la fondation Ramsay Général de Santé, membre du collège scientifique. Alors, les premières questions qui ont été abordées étaient sur les effets secondaires qui peuvent être entraînés par rapport à la mise de patch ou de substituts nicotiniques, quels qu'ils soient. Alors voilà, une question, je suis sous patch, j'ai mal au ventre, est-ce à cause des patchs, pourquoi? Alors, déjà pour répondre à cette question, il faut savoir, et on reviendra après dessus, qu'il y a des méthodes qui existent pour réduire et, in fine, arrêter complètement le tabac. Alors ces méthodes sont soit médicamenteuses, soit non médicamenteuses. Là on fait référence aux substituts. Les substituts nicotiniques qui sont, donc comme leur nom l'indique, vont délivrer une molécule de la nicotine qui va se fixer sur nos récepteurs nicotiniques pour justement empêcher et réduire l'état de manque physique. Alors on a plusieurs modes de dispensation de nicotine. Donc par patch, c'est la délivrance nicotinique la plus lente, transdermique, donc on va se coller un patch au niveau du deltoïde ici, qu'il va falloir changer d'ailleurs entre la gauche, la droite et même l'omoplate, histoire de ne pas exposer toujours la même partie de la peau à ce patch pour éviter des irritations. Alors, et puis on a les formes orales qui peuvent être soit des gommes à mâcher, que l'on va mâcher 3-4 fois et qui vont libérer de la nicotine, et qui va se charger la salive en nicotine, pour après aller au niveau du cerveau et fixer donc cette nicotine au niveau des récepteurs. On a un autre dispositif qui sont les pastilles, qui sont sur le même principe, qui vont délivrer de la nicotine au niveau de la cavité buccale et qu'il va falloir éviter de trop manipuler dans la bouche, parce que pareil, elles vont tout délivrer d'un coup et on va hyper saliver. Et déjà que quand on a quelque chose dans la bouche, on a tendance à hyper saliver, donc là on va encore plus. Et le risque, c'est effectivement de avaler la salive qui est chargée en nicotine et laquelle va aller dans l'estomac. Et donc pas faire effet, il va avoir une inefficacité du substitut, parce que la nicotine doit aller au niveau du cerveau pour agir et pour éviter ce manque, et là elle va arriver dans l'estomac. Et deuxième chose, on va avoir des effets secondaires comme des douleurs gastriques, des douleurs à l'estomac, parce qu'en fait voilà, cette salive chargée en nicotine va donner aussi des pesanteurs gastriques. Donc je dirais double peine. D'une part, inefficacité de ces substituts, soit parce qu'on a mâché la gomme comme un chewing-gum, or certains appellent la gomme à mâcher le chewing-gum. Je vous rappelle que chewing-gum est une marque déposée, donc on ne peut pas l'appeler chewing-gum. Et d'autre part, la gomme, on la mâche à l'allure où on fume sa cigarette, on tire sur sa cigarette. Donc on mâche 3-4 fois, on attend 30 à 40 secondes et on remâche 3-4 fois, et pas comme un chewing-gum. Sinon, pastille ou gomme risque de donner des pesanteurs gastriques, parce qu'on va avaler cette salive qui sera chargée complètement en nicotine. Voilà, donc les patchs n'ont pas a priori vocation et comme effet secondaire de donner des douleurs au ventre, sauf si effectivement on est dans un surdosage peut-être pour cette personne en nicotine, auquel cas je la renverrai vers un confrère, un consoeur tabacologue qui pourrait ajuster la posologie de patch avec sa réelle dépendance actuelle, puisque la dépendance elle va peut-être évoluer au moment où la personne était addicte et fumeuse. Si elle fumait par exemple un paquet par jour et qui était avec une dépendance assez peut-être élevée, le patch était à un certain dosage, et puis au fur et à mesure du temps il faut diminuer ce patch. Voilà pour cette réponse. On reviendra après sur les autres parties médicamenteuses. Voilà. Alors là, une autre question qui est ma mère a arrêté de fumer, ça fait 4 ans, aujourd'hui elle a un cancer du poumon, donc je ne crois plus à tout ça. Alors,
il faut savoir que le processus cancéreux ou oncologique lié au tabac n'est plus approuvé, on le sait. Alors le cancer du poumon évidemment, les autres pathologies pulmonaires comme la bronchite chronique, la BPCO aussi, le lien a été complètement montré et redémontré de façon internationale. Mais aussi les autres pathologies cancérologiques et aussi cardiovasculaires, ne l'oublions pas. Alors, le cancer du poumon, d'une part, si c'est un cancer primitif, effectivement, il est lié au tabac, et le fait d'avoir arrêté le tabac ne va pas faire machine arrière sur le processus cancéreux qui avait été mis en place. Il ralentit, si on continue à fumer, ça va l'accélérer forcément, donc on ne revient pas sur tout ce qui a été démontré, bien au contraire, le risque cancéreux est bien présent. Après, il faut faire aussi attention parce que souvent on fait des raccourcis entre un cancer qui a été primitif ou originel, si vous préférez, à une région. Souvent, les cancers les plus connus comme cancer du côlon ou cancer du sein chez la femme, c'est des cancers primitifs qui après malheureusement ont un risque de métastaser à certains endroits du corps, et ça peut être aussi le poumon, mais auquel cas la métastase est en lien avec un cancer primitif qui a eu lieu ailleurs du poumon, et donc pas forcément un cancer du poumon du fumeur entre guillemets comme on pourrait le laisser croire. Donc évidemment il faut essayer d'arrêter au plus tôt le tabagisme. Autre chose, on sait quelque chose depuis longtemps, c'est que c'est la notion de longévité, de durée de l'intoxication tabagique qui est nocive, plus nocive que la quantité. Je m'explique. Il est plus dangereux de fumer un paquet par jour pendant 20 ans que de fumer 2 paquets par jour pendant 1 an. C'est la longévité qui est plus néfaste parce qu'on multiplie les risques par bien plus que si on fume beaucoup mais sur un temps court. Alors il est évident que si on fume beaucoup et sur un temps long, alors c'est encore plus néfaste et nocif pour notre santé. Voilà. C'est une autre question. Donc on parle beaucoup de l'efficacité de l'hypnose voilà, je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le site pour justement pouvoir y répondre et peut-être mixer les questions à ce niveau-là. Très bien. Alors, au sujet de l'hypnose, alors ça me permet peut-être de faire le lien à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il existe des thérapies médicamenteuses. Donc on a parlé des substituts qui sont les plus connus, peut-être les plus anciens. On parlera après des autres traitements comme la varénicline, le Champix. Mais là, on fait référence à des thérapies non médicamenteuses qui, à mon sens, sont au moins aussi importantes que les traitements médicamenteux. Et on sait que la meilleure des choses, c'est d'associer les thérapies non médicamenteuses, comme les thérapies psychocorporelles, les thérapies comme l'hypnose, comme la relaxation, comme on a de plus en plus, on entend parler de la sophrologie, du yoga, de la méditation ou le mindfulness, la méditation à pleine conscience, qui ont des intérêts prouvés à ce jour par certaines études sur le traitement de l'anxiété, de la dépression et aussi dans les addictions. On sait qu'il y a le mindfulness qui a un programme d'une 8aine de séances par quelqu'un de formé expressément à cette technique pour traiter les addictions. Alors l'hypnose, je ne suis pas hypnothérapeute, donc je n'ai pas les connaissances poussées pour expliquer en détail les techniques d'hypnose. Par contre, dans le service, dans mon équipe, on a une psychologue qui réalise de l'hypnose et de l'initiation à l'auto-hypnose, et elle utilise ces techniques dans le groupe, les groupes spécifiques au sevrage tabagique qu'elle réalise les jeudis soirs.
pour accompagner les personnes. Mais en aucun cas, elle n'utilise que l'hypnose pour tous les patients. Et dans l'équipe pluridisciplinaire que l'on forme, jamais pour un patient il n'est utilisé que l'hypnose ou proposé que l'hypnose, et encore moins évidemment imposer l'hypnose. Donc l'hypnose est déjà on parle d'hypnose ericksonienne, c'est une technique utile, pas pour tout le monde, mais qui est utile aussi dans le tabac, je dirais, c'est-à-dire qui peut marcher pour certains, qui peut marcher dans différentes addictions, qui peut marcher aussi dans différentes pathologies mentales, mais il faut certains paramètres qu'ils soient remplis, c'est-à-dire bien identifier et préparer les personnes avant de réaliser des techniques d'hypnose. Deuxièmement, réaliser l'hypnose, celle-ci doit être réalisée par quelqu'un de formé et aux techniques, et d'inclure ça dans une thérapie et pluridisciplinaire et avec plusieurs autres cordes à son arc, notamment de techniques non médicamenteuses et aussi des techniques médicamenteuses. Voilà. Mais par contre, voilà, je mets quand même en garde les personnes qui penseraient du côté un peu magique et voilà, bouton solution de l'hypnose ou d'une toute autre thérapie. L'hypnose n'est en rien une solution miracle proposée et proposable à tous pour l'arrêt du tabac. Donc oui, l'hypnose, c'est bien d'essayer, encore une fois, avec quelqu'un de formé et et expérimenter dans la matière, mais non, il n'y a pas que l'hypnose et ce n'est pas la solution miracle. D'ailleurs, il n'existe, j'anticipe peut-être quelques questions qui vont venir après, il n'existe pas de méthode miracle pour arrêter de fumer comme pour arrêter n'importe quelle autre substance. L'addiction est une pathologie complexe, une pathologie chronique avant tout, qui peut toucher tout type de personnes, tous niveaux sociaux, et avec des gravités différentes en fonction des personnes, en fonction de l'histoire, en fonction des peut-être pathologies psychiatriques sous-jacentes. Et donc, voilà, l'addiction nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et sur le long terme. Et donc, pour cela, une seule et unique technique pourrait ne pas suffire. Alors, une question sur, évidemment, sur la cigarette électronique, donc là, ce qu'on appelle la vapoteuse. Donc voilà, on remercie les personnes qui ont posé cette question. Est-ce qu'on a du recul sur cette technique pour arrêter de fumer, la vapoteuse? Voilà. Alors, je remercie Eric Pliro pour voilà, les gens qui posent des questions. Merci. Alors, la cigarette électronique. Aujourd'hui, la cigarette électronique, ça fait quelques années qu'elle est commercialisée. Alors, comme je le disais hier, la cigarette électronique est un outil commercial avant tout. C'est un dispositif que l'on ne peut pas acheter dans une pharmacie, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est un outil que l'on utilise donc chez les fumeurs et que l'on peut acheter donc dans les magasins de cigarettes électroniques. Alors déjà, première chose, les fumeurs qui veulent passer à la cigarette électronique doivent essayer la cigarette électronique qui va leur convenir. Il n'y a pas une cigarette électronique valable pour tout le monde.
on a autant de fumeurs différents que de fumeurs, donc il est évident que chaque cigarette électronique ne conviendra pas à tous les fumeurs, et donc il faudra expliquer à la personne qui sera en face de nous, qui vendra les cigarettes électroniques, quel fumeur on est, quel type de fumeur et comment on fume, etc. Ça risque de prendre un petit peu de temps, et lui devra avoir aussi au-delà d'un aspect de commercial, mais aussi de conseil pour apporter la cigarette électronique au fumeur ou peut-être ex-fumeur qui lui conviendra avec le grammage de nicotine qui correspond, etc. Donc voilà, donc la cigarette électronique, intéressant oui pour les fumeurs qui ne sont pas encore prêts à arrêter de fumer. Donc c'est un outil de réduction de risque, c'est une notion très importante en addictologie au sens large, en tabacologie, mais dans toutes les addictions. Il vaut mieux réduire sa consommation de substances pour réduire les effets nocifs, c'est-à-dire les risques et les dommages sur notre organisme et aussi sur l'entourage. Donc la cigarette électronique, intéressant à ces niveaux-là pour réduire la consommation et réduire les risques. Alors le nom de vapoteuse, alors on l'utilise, hein, il y a certaines associations qui l'ont utilisé comme Sovap, et on parle donc de vapoteuse. C'est un petit peu un abus de langage parce que la cigarette électronique n'est pas que de la vapeur d'eau. Quand on dit vapoteuse, on pourrait dire voilà, c'est de la vapeur d'eau avec de la nicotine. Alors d'une part, oui, il y a de la nicotine. Et j'encourage même les personnes qui auraient la crainte de mettre de la nicotine dans leur cigarette électronique à en mettre, puisque de toute façon la cigarette électronique a pour but de délivrer et se substituer à la cigarette classique, donc délivrer de la nicotine. N'oublions pas, on reviendra peut-être dessus, que la nicotine n'est pas nocive pour notre organisme, elle est là pour délivrer, c'est elle qui va être responsable, si vous voulez, de la dépendance et qui va faire qu'une cigarette va devenir addictive. On va délivrer de la nicotine, mais voilà, cette nicotine ne sera pas nocive pour notre organisme, pour les poumons, pour le cancer, etc. Alors, il y a cette nicotine, il y a du propylène-glycol, de la glycérine végétale. Attention, il existe aussi des e-liquides, puisque c'est de ça dont on parle, le e-liquide, avec de l'alcool distillé, de l'eau aussi. Et puis il en existe aussi des e-liquides sans alcool distillé. C'est intéressant pour les personnes qui ont une autre addiction, par exemple l'addiction à l'alcool, et qui avaient une addiction à l'alcool et qui ne souhaitent plus avoir de contact du tout avec l'alcool, ce qu'on peut tout à fait entendre et comprendre. Et donc à ce moment-là, je les orienterai peut-être vers un e-liquide sans alcool distillé. Bon voilà, donc c'est certes un dispositif de réduction de risque et un dispositif dans lequel on a pas de combustion et donc moins risqué, pas non plus que de la vapeur. Alors, où en est-on? On a des études dessus qui nous montrent qu'on a moins de risques que la cigarette classique, la cigarette conventionnelle, une étude assez intéressante et récente qui date de à peu près 1 an, qui montrait que quand on faisait le comparatif entre 15 bouffées sur une cigarette électronique pour une sur une cigarette classique, et quand on faisait la comparaison avec les 6 ou 7 composés toxiques les plus représentés dans la cigarette, on en avait entre 9 et 450 fois moins dans 15 tafs sur une cigarette électronique que pour une seule de cigarette classique. Donc il y a moins de toxiques, moins de ces composés nocifs dans la cigarette électronique que dans la cigarette classique. Donc ça, c'est intéressant pour l'outil de réduction de risque. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors une autre question. Au bout de 36 mois d'arrêt de tabac, j'ai pratiquement autant envie de fumer que la première semaine de sevrage. Est-ce normal? Et c'est donc une lutte quotidienne pour ne pas reprendre. Voilà, donc la vie est devenue difficile. Alors, après 36 mois, donc 3 ans d'arrêt de tabagisme, il n'est pas normal d'avoir des signes de manque physique au tabac. Non, le sevrage physique est déjà réalisé. Alors il faut comprendre que pourquoi l'addiction est aussi complexe et pourquoi on est pluridisciplinaire dans les équipes pour intervenir sur cette pathologie chronique, c'est qu'il y a 3 degrés, 3
critères, on va dire, de dépendance. Pas degrés, 3 critères. Le premier, c'est la dépendance physique, la dépendance psychique et la dépendance comportementale. Alors là, si après 3 ans d'arrêt de fumer, effectivement, mais même bien avant, après quelques semaines, on n'a plus de dépendance nicotinique, on parle de la dépendance physique. La dépendance physique, c'est celle qui va être justement, on va dire, traitée par les substituts qui vont apporter de la nicotine et donc qui vont diminuer, voire effacer complètement cette dépendance physique, ce manque physique à la substance. Restent les 2 autres, les plus difficiles finalement à traiter, qui est la dépendance psychique ou psychologique et la dépendance comportementale. Alors la dépendance psychique, psychologique, fait référence, comme son nom l'indique, à notre psychisme, à notre personnalité, puis aussi au craving. Le craving, qui s'écrit C-R-A-V-I-N-G, qui est un nom anglais, qui, pour beaucoup d'addictologues, est un mot qui pourrait à lui seul résumer l'addiction. C'est la pulsion irrépressible d'aller consommer. Et ce craving, cette pulsion, cette envie irrépressible, cette pulsion, on pourrait l'appeler comme ça, peut arriver et puis elle dépend aussi des gens, certains n'en ont plus que d'autres, mais il faut savoir que généralement dans la cigarette, c'est une dimension qui est très importante, qui est même parmi les plus importantes parmi toutes les drogues. Classiquement, on a pour habitude de dire que la cigarette et le crack, qui est la cocaïne basée fumée, qui sont qui engendraient le plus de craving. Et ce craving peut arriver à des moments plus ou moins où on s'y attend pas. Et normalement, quand même, il a vocation à réduire au fur et à mesure des mois et des années. Ensuite, la dimension comportementale, alors là, c'est toutes les habitudes, les rituels que l'on a mis en place dans notre quotidien. Ça peut être le café et la cigarette, la pause et la cigarette. Il y a aussi l'association entre les verres d'alcool et la cigarette. Quand on a plus tendance à consommer de l'alcool, on va plus fumer lors de soirées, par exemple, personnes qui sont fumeuses, qui vont se retrouver chez elles habituellement, vont fumer quelques cigarettes, mais par contre si elles se retrouvent dans une soirée où il y a de l'alcool et elles sont alcoolisées, alors là elles peuvent fumer l'équivalent d'une journée en une soirée. Donc ces 2 dimensions-là sont les plus difficiles à traiter, sont les plus longues, et donc nécessite une prise en charge accompagnée. Donc je répondrai à cette personne, peut-être que si elle a encore ces signes-là de difficulté par rapport au tabac, alors peut-être que c'est pas dû au tabac en fait, c'est peut-être dû à un mal-être sous-jacent qui était présent avant le tabac, pendant le tabac, et qui est toujours présent maintenant aujourd'hui. Et qu'à ce moment-là, c'est peut-être l'occasion de les traiter comme de l'anxiété chronique, comme peut-être une dépression. Mais le tabac n'a peut-être pas de lien, ou alors plus de lien avec ces difficultés ressenties, mais par contre, comme on n'est pas bien, on pense à la cigarette, et donc voilà. Par contre, arrêter une substance, que ce soit le tabac ou autre, ne doit pas rester un combat de tous les jours. La vie doit être belle et être vécue, et doit être encore mieux sans la substance qu'avec. Si, ce que je dis souvent à mes patients, vous avez arrêté la substance et que vous vivez chaque jour avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, non, c'est pas comme ça. C'est que vous devez vivre bien avec le fait d'avoir été addict derrière vous, en rester vigilant par rapport à ça, parce que une rechute peut arriver, hein, c'est un fait, on le sait. Mais par contre, pas vivre dans une crainte, qui nous paralyse, et encore moins un mal-être par rapport à l'arrêt de cette substance pour ne plus la reprendre. Voilà. Alors, une autre question. Souvent, l'addiction au tabac peut mener à d'autres addictions comme l'alcool ou d'autres. Est-ce vrai? Alors, je dirais que les addictions entre elles, au niveau pharmacologique, on le sait, par le biais des récepteurs de différentes substances, communiquent entre eux. Donc oui, ça, au niveau pharmacologique, ça s'explique.
Au niveau, ou physique si vous préférez. Au niveau, pour faire référence à ce qu'on disait tout à l'heure, les 4 critères physiques, psychiques ou psychologiques et comportementales. Au niveau comportemental, oui, on l'a dit tout à l'heure, l'addiction, par exemple, alcool-cigarette, ça va très bien ensemble. Les patients le disent très bien. D'ailleurs, quand on se, on se référence aux données épidémiologiques, la population, en gros, générale, est fumeuse à 30%. La prévalence du tabagisme est à peu près à 30% dans la population française. Mais si on prend des sous-populations de la société, par exemple les personnes qui sont addictes à l'alcool, les personnes alcoolodépendantes sont aux alentours des 85-90% fumeuses aussi. Donc oui, il y a un lien entre les addictions entre elles. Après, il y a un autre principe que les addictologues connaissent, c'est le transfert de dépendance. Quand on arrête une substance, si on n'est pas pris en charge pour l'autre, il se peut qu'on arrête ou diminue l'une pour augmenter l'autre. Ce qui est dommage parce que le but c'est quand même de diminuer les risques des addictions et que si on arrête par exemple l'alcool et qu'on multiplie par 2 sa consommation de cigarettes, c'est dommage. Alors certains pensent que il faut surtout pas arrêter les 2 en même temps, on fait l'un après l'autre parce que c'est dangereux. Non, c'est faux, c'est absolument pas dangereux, c'est même conseillé d'arrêter les 2 en même temps. Si les personnes ne se sentent pas de le faire pour des raisons qui leur sont propres, il faut absolument l'entendre. On ne peut pas obliger ou imposer un sevrage à quiconque. Mais par contre, je me suis rendu compte que les personnes, si beaucoup ne disaient je ne veux pas faire les 2 en même temps, tout était d'accord pour au moins réduire le tabac pendant un sevrage d'alcool. Vraiment, c'était... Alors certains disent non, moi je ne veux pas, et ce qu'il faut respecter. Par contre, beaucoup, une majorité veulent au moins réduire leur tabagisme. Donc oui, il y a un lien entre les deux, puisque quand on se met dans un processus de quitter le produit, de se désaddicter, on pourrait dire, autant battre le fer quand il est chaud et diminuer une addiction ou arrêter une addiction pour diminuer ou arrêter la seconde. N'oublions pas que parmi les addictions, le tabac est en numéro 1, on a 78 000 morts par an, c'est l'addiction la plus importante, la plus représentée et celle qui tue le plus en France. En numéro 2, on a la deuxième drogue licite qui est l'alcool avec 49 000 morts à peu près. Et ensuite viennent les addictions illicites, la première le cannabis et ensuite la deuxième illicite, la cocaïne. Donc voilà pour ces réponses-là. S'il y a d'autres questions, ouais. Cela va faire plus de 2 mois que j'ai arrêté le tabac, cependant une sensation d'envie de fumer, surtout en soirée, ne passe pas. Est-ce que cette envie va s'atténuer avec le temps? Voilà. Merci à Aurélie pour sa question. Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, l'envie de fumer en soirée, on pourrait apparenter ça alors soit à une envie, soit un craving, c'est-à-dire cette pulsion à consommer parce qu'il y a le contexte dans lequel pas mal de personnes fument. N'oublions pas que si vous avez fait la démarche d'arrêter une substance, quelle qu'elle soit, en l'occurrence le tabac, c'est pas pour autant que tout votre entourage va faire cette démarche. Alors c'est intéressant dans le cadre du mois sans tabac, d'ailleurs c'est un peu ça, c'est tout un mois où toute une communauté se met ensemble dans cette dynamique et pas se retrouver tout seul, isolé, à faire ce process de diminuer ou arrêter le tabac. Mais là, c'est une dynamique globale. Et ça, c'est intéressant. Alors, en soirée, il y a d'autres personnes qui, elles, continuent de fumer. Donc, ça peut déclencher une envie de fumer. Ça, c'est sûr. De la même façon, les personnes qui ont arrêté de boire, quand elles retrouvent des amis qui, elles, n'ont pas, envie forcément de diminuer ou d'arrêter leur consommation d'alcool, parce que peut-être ils n'ont pas eu de problème avec ça et ils consomment de façon contrôlée, ça peut aussi être difficile et ça peut engendrer des cravings. Donc là, pour revenir sur le tabac,
Oui, clairement, on peut avoir des pulsions en soirée parce qu'il y a cette circonstance, c'est contextuel. Alors, est-ce que ça va s'atténuer avec le temps? Oui, évidemment. Alors, il y a aussi la fumée du tabac qui est présente, qui peut aussi rappeler de façon psychologique, c'est encore la dimension psychologique du tabac. Et puis, on a le comportement avec le rituel de la soirée, etc. Donc oui, ça va s'atténuer. D'une part, ça va être peut-être renforcé par l'application de la loi Evin, de ne pas consommer dans les lieux publics et donc de ne pas forcément suivre les fumeurs à l'extérieur pour aller fumer la cigarette, mais rester avec les non-fumeurs qui, eux, ne fument pas et qui continuent à l'intérieur leur soirée. De la même façon, on pourrait faire le parallèle en entreprise. Les personnes qui sont non fumeuses prennent des pauses, ont le droit de prendre des pauses, je vous rassure, mais pas forcément pour aller fumer. Et donc ne vont pas avoir leur pause imposée par leur cerveau addict en manque de nicotine pour aller chercher la cigarette et la nicotine, un shoot de nicotine en bas, donc descendre, etc. Mais aller prendre sa pause quand on en a besoin ou quand on en a envie tout simplement pour aller faire autre chose. Donc voilà, ça peut rester, c'est normal que ça se... Je rassure Aurélie par rapport à son interrogation, ça peut rester encore un peu présent et c'est normal que ça soit arrivé, mais ça va s'atténuer avec le temps à partir du moment où elle met en œuvre quelques démarches comportementales. Alors, une autre question, j'ai entendu dire que fumer et faire du sport cardio faisait plus de dégâts aux poumons que de fumer et de ne pas faire du sport. En toute logique, c'est faux. Mon avis, merci Romain pour cette question. Alors, effectivement, on entend dire que de fumer et faire du sport, c'était nocif. Alors, il faut juste préciser un certain nombre de choses, et après le reste de la question, c'était de fumer et de ne pas faire de sport. Alors pourquoi on dit ça? Alors oui, il y a une part de vrai là-dedans, parce que, en fait, fumer après avoir fait du sport, c'est plus nocif, juste après. Alors pourquoi? Quand on fait du sport cardio, comme la question était, c'est-à-dire du sport aérobie ou du footing, tous les sports collectifs où on fait, donc on va solliciter le cardio, augmenter la fréquence cardiaque, etc. On va aussi solliciter forcément ses poumons pour ventiler davantage, apporter plus d'oxygène au niveau des poumons, qui vont apporter plus d'oxygène au niveau du sang et du cœur. C'est normal, et surtout au niveau des muscles qui en ont plus besoin par rapport au sport qu'on est en train de faire. Mais ça va engendrer une dilatation bronchique pour apporter davantage cet oxygène et cet air. Cette dilatation bronchique, si on va fumer une cigarette après le sport, forcément on va inhaler plus profondément toutes les combustions et les 4000 composés qui sont présents dans la fumée de la cigarette, et donc être plus nocif que sans avoir fait du sport juste avant. Après, si on le fait à distance, faire du sport, ça reste quelque chose de bon pour l'organisme et il faut encourager les personnes aussi à faire du sport. Après, ne pas penser que faire du sport fait éliminer les cigarettes qui ont été fumées. Les dégâts de la cigarette sur les poumons, sur les artères, etc. ne seront pas filtrés par faire du sport. Des fois, j'entends dire des personnes qui disent oui mais je fais beaucoup de sport donc la cigarette s'élimine. Non, la cigarette ne s'élimine pas. Par contre, de faire du sport, de s'impliquer dans un sport n'est pas très compatible avec des addictions, avec la cigarette par exemple, et donc ça pourrait nous engendrer une tendance à vouloir arrêter de fumer, arrêter l'intoxication tabagique, ou du moins la diminuer pour peut-être suivre les collègues qui ont un peu plus de conditions. Mais conditions physiques et intoxication tabagique ne sont pas forcément liées. Avoir une bonne condition physique, ça se travaille, il faut s'entraîner, et le fait de fumer ne va forcément pas améliorer la condition physique, ça c'est clair, mais le fait d'arrêter de fumer ne va pas rendre la condition physique. Elle va juste permettre un terrain propice pour s'entraîner, pour faire plus de sport, pour du coup améliorer sa condition physique. Donc fumer juste après le sport
oui, c'est nocif, donc de ne pas le faire. Maintenant, faire du sport, ben oui, j'encourage les personnes à faire du sport. Alors, à distance de la cigarette, oui, ça c'est clair. Surtout qu'il y a un côté, alors là, reprends un petit peu la partie pharmacologique. Quand on a fait du sport, il y a un certain nombre de satisfactions à faire du sport. Même si c'est dur, après, on a aussi une satisfaction, une sécrétion, un certain nombre de substances à potentiel addictogène, mais je ne vais pas rentrer dans la sphère de l'addiction au sport. C'est la sécrétion d'endorphines qui apportent un bien-être, qui sont aussi du système opioïdergique, de la douleur. Et le fait de fumer une cigarette va renforcer cette satisfaction par le biais de la nicotine sur les récepteurs. Donc là, on est purement sur la partie pharmacologique, mais du coup, c'est peut-être aussi ça qui est recherché chez le fumeur après la satisfaction du sport, pour renforcer encore ce plaisir, cette récompense quelque part, puisque la zone anatomique, neuroanatomique de l'addiction, c'est le circuit de la récompense, on l'appelle comme ça. Bah, du coup, c'est peut-être ça qui est recherché chez le fumeur après avoir fait du sport. Mais du coup, voilà, évitons la cigarette ou les cigarettes juste après le sport, effectivement. Je confirme. Alors, une autre question. Moi, je suis à 3 cigarettes par jour. C'est dur. Pourquoi c'est plus dur pour moi que pour d'autres qui ont réussi à arrêter plus facilement? Alors, je le disais tout à l'heure, autant de fumeurs différents que de fumeurs. Alors, il n'y a pas de logique là-dedans. Alors, il y en a, mais elle est complexe. Et de se comparer à des amis, à de la famille qui, eux, ont arrêté de fumer peut-être plus facilement que vous. Déjà, ça, c'est à voir si c'est plus facilement ou pas, parce que on ne sait pas exactement quel processus et la longueur et la complexité du processus qui a été effectué en amont. C'est peut-être des personnes qui ont arrêté déjà 2, 3, 4, 10 fois, peut-être 2 jours, puis 3 jours, puis 10 jours, puis plusieurs semaines, puis plusieurs mois avant d'avoir arrêté de fumer. Quelle méthode elles ont utilisée pour arrêter de fumer? Et là, visiblement, la personne pose une question où elle-même n'est pas abstinente, elle fume encore 3 cigarettes. Alors j'en profite pour dire qu'il n'y a pas de petit tabagisme. Les cardiologues sont d'accord pour dire que au niveau cardiologique, c'est l'arrêt du tabac, c'est l'abstinence tabagique qui doit être recherchée. La réduction ne doit être qu'une étape à l'abstinence. Alors, pardon, la personne qui posait cette question, qui était à 3 cigarettes. 3 cigarettes, c'est quand même peu. Elle a fait une belle progression. Je ne sais pas à partir de combien de cigarettes elle est partie, mais c'est déjà, il faut souligner cet effort et tout ce parcours et ce travail effectué sur la consommation tabagique. Donc ça, il faut la féliciter par rapport à cet effort-là. Maintenant, les 3 dernières, certains, c'est les plus durs à arrêter parce qu'elles correspondent à un manque physique, à un comportement bien précis qui est difficile pour lequel il est difficile de s'affranchir. Et donc, c'est, on va dire, la dernière ligne droite du marathon, mais du coup, c'est les derniers kilomètres les plus difficiles. C'est peut-être pour le cas, c'est pas le cas pour tout le monde, ça, mais pour cette personne, c'est peut-être le cas. Donc, ça vaut le coup peut-être de se faire accompagner juste pour ces 3 cigarettes et pour en finir complètement. Je pense qu'elle est quand même en bout de course de sa réduction et de sa démarche. Donc ça, je veux la rassurer à ce niveau-là. Après, voilà, on ne peut pas vraiment, encore une fois, se comparer avec d'autres personnes. Il y a des personnes, alors ça reste une minorité qui arrête d'un coup. Et puis il y a des personnes qui arrêtent par... on croit que c'est facile, mais je ne pense pas que ce soit aussi facile que ça. Et puis même, voilà, s'il y a des personnes pour qui c'est plus difficile que d'autres, plus facile que d'autres, mais on est tous différents, on a tous une génétique différente, on a tous une personnalité différente, on a tous aussi un degré d'implication dans l'addiction différent, une longévité de consommation plus ou moins importante. Quelqu'un qui fume depuis 1 an ou quelqu'un qui fume depuis 30 ans, c'est pas pareil. S'il fumait à l'origine 10 cigarettes ou 3 paquets. Donc voilà, donc se comparer entre les uns et les autres, c'est pas la bonne solution. Il faut vraiment identifier, comme on le fait nous, professionnels, au cas par cas,
et chaque cas est unique et donc aura un accompagnement et une prise en charge différente. Donc voilà, ne vous inquiétez pas plus que ça, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de notion à se comparer avec les uns et les autres. Alors, une autre question. Alors, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, juste pour conclure sur la partie traitement, on a deux types. Donc les parties non médicamenteuses, on en a parlé tout à l'heure. Donc je voulais juste dire qu'il y a l'importance de travailler en groupe dans les addictions et en individuel. Le travail de groupe avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique, c'est-à-dire de diminuer, arrêter le tabac. Donc ça c'est très important, et toujours entouré de personnes formées et expérimentées dans le domaine. Et puis la partie médicamenteuse, donc avec les patchs qui sont remboursés à hauteur de 150 € après avoir fait avance de l'achat en pharmacie. Donc il y aura un remboursement par le régime général à hauteur de 150 € par an par année civile. Donc les patchs en association avec des formes orales qui peuvent être des gommes, des pastilles ou également le spray. Cette association, c'est celle qui marche le mieux avec une association des thérapies non médicamenteuses dont on parlait tout à l'heure. Et puis le Champix, la varénicline, qui est aussi un traitement très intéressant en deuxième ligne, donc en deuxième intention, qui est un comprimé à prendre, qui est régi sous une prescription médicale et un accompagnement dans tous les cas. On ne prend pas juste le traitement, il faut un accompagnement à côté spécialisé, des thérapies non médicamenteuses également. Et c'est un traitement qui est remboursé par la sécurité sociale, donc intéressant. Alors pour mettre en illustration ces traitements disponibles, quelques petites histoires de personnes qui ont réduit et qui ont arrêté leur tabagisme. En tête, je voulais faire part une personne qui était venue me voir il y a quelques mois, quelques semaines, pour se sevrer du tabac, mais aussi d'autres addictions qui incluaient l'alcool et le cannabis, dans un cadre de mal-être et de difficultés, notamment au niveau professionnel, mais aussi personnel. Donc un cas voilà, avec plusieurs difficultés, mais une grande motivation pour se sevrer de ces différentes addictions, et qui datait de plusieurs années aussi. Une personne une cinquantaine d'années, mais qui était très décidée, très motivée à vouloir avancer et à se sortir de tout ça, et des addictions et de son mal-être qui étaient forcément de toute façon liés. Après une thérapie bien menée, autant en quantité qu'en qualité, d'avoir vu l'équipe composée d'infirmiers, de psychologues, de groupes, de travail aussi avec les pairs, les pairs PARS, de consommateurs qui portent leur expérience de consommateurs ou ex-consommateurs, et donc cette dynamique positive a aussi été vectrice de réussite pour lui, parce qu'à ce jour il a également inclus le programme que l'on réalise à la clinique Saint-Barnabé à Marseille de sevrage tabagique sur 7 semaines, 7 jeudis soirs de séances menées par une psychologue, qui utilise aussi l'auto-hypnose, mais pas que, pour lequel j'interviens aussi pour la prescription de substituts. Donc vous voyez, c'est vraiment la boucle est bouclée par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, et à ce jour est abstinent depuis quelques semaines, et d'alcool et de cannabis, mais aussi de tabac, qui est souvent la dernière addiction, c'est celle qui reste le plus, mais il est aussi abstinent de tout ça. Alors, il n'a pas claqué des doigts, c'est arrivé, ça a été un travail en équipe, avec l'équipe de professionnels que l'on forme, mais aussi lui, qui fait partie de l'équipe. Un patient qui veut arrêter doit forcément faire partie de l'équipe avec nous pour arriver à notre but, à notre objectif que lui-même s'est fixé avec nous. Et aujourd'hui, les choses ont été positives pour lui. Un deuxième exemple qui était tout aussi intéressant, c'est une infirmière avec laquelle je travaille depuis bientôt 3 ans, qui était fumeuse. Comme quoi, voilà, on peut être soignant, travailler en addictologie et avoir aussi une addiction.
Et, et donc, après un processus, je pense, qui s'est passé dans sa tête, au début, il n'était pas désireuse de vouloir stopper son tabagisme, mais c'est quelque chose qui a dû, comme chacun, chaque fumeur, fait un travail, une réflexion qui est propre. Et au moment de l'instauration de des groupes dont je vous parlais pour le tabac, a décidé bien avant de réduire sa consommation. Et puis quand ils ont été mis sur pied, en œuvre dans la clinique, a décidé de jouer du coup et la soignante, mais aussi la patiente pour arrêter complètement son tabagisme qui était là depuis plusieurs années. Et elle a réussi, après ces 7 séances de sevrage tabagique, après la prise d'un substitut qui n'était finalement qu'un substitut oral par le spray, même pas de patch, une grosse motivation, un contact effectivement par le fait de son emploi avec l'addictologue que je suis et l'équipe spécialisée en addicto, qui forcément a un lien hein, dans tout ça, même inconscient. Et aujourd'hui, depuis plus de 6 mois, est abstinente du tabac, sans penser à la cigarette, en ayant un spray dans le sac pour au cas qu'il y ait un craving, mais tout cela a diminué, ce soit sur la partie bien sûr physique, psychique, mais aussi comportementale. Et d'ailleurs, elle se surprend à aller faire des pauses d'elle-même et non plus imposée par la cigarette. Donc voilà, c'est deux histoires intéressantes par le travail qui a été effectué par ces personnes et l'accompagnement qui a été mis en place derrière. Et voilà, cette motivation qui doit être initiatrice de démarches pour rechercher de l'aide, de l'accompagnement pour réduire, pour arrêter l'intoxication tabagique, pour une réussite durable sur cette intoxication au tabac. Voilà, donc je voulais remercier toutes les personnes qui étaient présentes pour leurs questions, vous encourager aussi à venir profiter de ce mois sans tabac qui est là tout le mois de novembre. Peut-être vous renseigner aussi pour diminuer votre tabagisme et faire quelque chose pour devenir des futurs ex-fumeurs dans l'avenir. Et le mois de novembre, qui est le mois sans tabac, découle sur le mois de décembre et sur les années à venir. Donc le mois sans tabac peut être le moteur et l'initiateur d'une démarche pour le tabac. Mais les 11 autres mois, les centres d'addictologie et de tabacologie restent ouverts. On n'est pas en vacances les 11 mois qui suivent. Donc voilà, c'est une démarche qui peut venir, qui peut fleurir à n'importe quel moment de l'année et qui sera bonne à prendre. Et je vous encourage à les mettre en œuvre. En tout cas, je suis persuadé que tous les tabacologues vous ouvriront les portes et vous accompagneront avec leurs équipes pour obtenir vos objectifs et approfondir votre motivation pour quitter le tabac. Voilà, je vous remercie et à bientôt.